Les actions des suffragettes étaient illégales, et c'est grâce à elles qu'on a le droit de vote. Et pardon pour le point Godwin, mais celle des résistants sous l'occupation était illégale aussi. L'argument de la légalité n'en est pas un dans une société injuste. Hystérique. C'est vous qui êtes folle, là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Je suis un peu tiraillée parce qu'à un moment donné, je considère que la violence est légitime en réponse à la violence, qu'on n'est pas là pour tendre l'autre joue, qu'à un moment donné, quand on nous frappe, il faut aussi frapper en retour. Et j'ai l'impression que dans le féminisme, c'est pas du tout quelque chose qui est défendu. On a beaucoup cette idée que le machisme tue, mais pas le féminisme. Ouais. La non-violence est extrêmement valorisée. Mais c'est peut-être parce qu'on a été sociabilisés comme ça aussi. Oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'on a été sociabilisés à ne pas répondre à la violence, que la violence, c'est mal. Mais à un moment donné, quand on nous agresse, quand on nous tue, je pense qu'il faut se défendre. Après, j'ai entendu des personnes qui m'ont avancé des arguments qui m'ont quand même touchée. Des personnes qui disaient, si on répond à la violence, par exemple, admettons que j'ai toujours une bombe lacrymogène dans mon sac et que un mec qui me suit un peu trop, qui me saoule et j'arrive pas à m'en défaire, je le gaze. Et ben en fait, moi on m'a dit, oui mais après il risque d'agresser encore plus de personnes dans la rue. Je me suis quand même demandé, si jamais on répondait à la violence, si l'homme qui était visé par la violence allait pas développer encore plus de violence et vouloir encore plus agresser les personnes. Enfin, en tout cas, c'est un argument qu'on m'a dit. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais je pense pas non plus que répondre par la violence leur servirait de leçon. Je pense que répondre par la violence servirait juste à la personne qui a agressé. Mais je suis pas sûre que ça ait un quelconque intérêt à part sauver sa peau sur le moment, quoi. Ça servirait pas de leçon, je pense pas. À moins qu'on le tue. C'est intéressant parce que souvent les conservateurs, les réacs nous reprochent d'être trop violentes, trop agressives. Et en fait, on l'est en réaction à leur complaisance, leur misogynie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'être violentes. Non, je pense pas, ouais. Effectivement, on n'a pas envie d'être violente. Et dans l'histoire, quand il y a eu de la violence des femmes, c'était toujours en réaction à la violence. Irénée en parle dans son livre Terreur féministe. En fait, on dit toujours, oui, les femmes n'ont jamais tué, etc. Non, c'est faux. C'est faux, il y en a qui ont tué les agresseurs de leurs enfants, leurs agresseurs. Et d'ailleurs, la justice condamne beaucoup plus fermement les femmes qui tuent leur mari, qui les agressent, qui les battent pendant des années, que les auteurs de féminicide, en fait. Donc, encore une fois, c'est complètement révoltant et complètement dissonant. Oui, on pense à Jacqueline Sauvage, par exemple. Oui. Et c'est intéressant, le livre d'Irénée, c'est pour montrer aussi que la violence des femmes, elle arrive en dernier recours et parce que la justice nous abandonne et l'État nous abandonne. Ma grand-mère était violente, car ma grand-mère n'avait pas d'alternative. Elle aime dire qu'elle était pequeña pero matona, petite mais dure à cuire. Elle me répète de ne jamais me laisser faire, ni par les hommes, ni par les riches, de toujours riposter. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'université ou d'avoir lu des essais féministes pour comprendre que les rapports d'oppression ne sont ni justes ni tolérables. Et pour les contrer, ma grand-mère n'a jamais hésité à faire usage de la seule solution à sa portée, la violence. Et contrairement à ce que nous nous acharnons à croire, la violence est parfois la seule solution. Il existe des femmes qui ont tué pour ne pas mourir. Des femmes qui ont tué pour obtenir la justice que le système judiciaire bourgeois, blanc et patriarcal leur refuse. Je ne dis pas que cela est bien. Je ne dis pas que cela est mal. Je dis que cela est et sera. Je dis que nier ces faits, c'est cacher une partie de notre histoire. Effacer les histoires de ces femmes revient à les silencier une fois de plus. La honte doit changer de camp. La peur aussi. Que se passerait-il si la terreur féministe devenait réelle ? Si les hommes commençaient à avoir vraiment peur ? Une peur intense, profonde, viscérale. Puisque la raison, l'empathie et la honte ne permettent pas de mettre fin à la violence misogyne, à l'oppression patriarcale, au viol, aux agressions sexuelles et au féminicide, la seule issue pourrait être de susciter la crainte.
Virginie Despentes évoquait déjà cette option en 2006 dans l'essai King Kong Theory. Mais il y a de plus en plus de personnes qui s'organisent pour se venger et je comprends totalement parce que les viols restent impunis. Enfin, il y a rien à attendre de la justice, vraiment. Donc à un moment donné... Et je pense à Virginie Despentes qui disait quand les hommes auront peur de se faire lacérer la bite au cutter, ils arrêteront de violer. Je pense que c'est vrai, mais du coup, quand est-ce qu'on sort les cutters, quoi ? Parce que pour l'instant, ils continuent. Et ça, je pense qu'il faudrait penser à des moyens d'action un peu plus concrets parce que là, pour l'instant, on est toujours au même point et c'est pas l'État qui va nous aider et c'est pas en faisant 2 marches par an qu'on va s'en sortir, quoi. Je pense qu'il faut qu'on se batte maintenant. C'est la guerre de toute façon, donc faut se défendre. Tout à fait, ouais, c'est la guerre, faut se défendre. Après, je comprends aussi qu'il y ait des personnes qui n'aient pas les ressources, qui n'aient pas les moyens de se défendre et c'est pas du tout une injonction, mais ce serait une réaction juste, à mon sens. Face à un système qui maltraite et peut aller jusqu'à tuer les femmes, riposter avec violence est vital, légitime et nécessaire. Faut-il brandir cette non-violence supposée comme une valeur suprême ? Devons-nous perdre du temps à montrer patte blanche et à tenter de convaincre le monde de notre gentillesse et notre inoffensivité ? La question de la violence se pose, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. A-t-on le droit, en tant que femme, de se défendre et de riposter ? J'en avais parlé avec Marthe et Clara lors d'une session de collage. Ce qui marche vachement bien, c'est de cramer l'Elysée. Moi, je pense qu'on peut voir ça à la prochaine manif. Ouais. Tu nous entends, Manu ? On arrive. T'es avec Gérald, bouge pas. Parce que là, on est encore sympa, mais si ça dure trop longtemps, on va finir par vraiment s'énerver. S'énerver fort, ouais. Bah, franchement, moi, c'est pour ça que j'aime bien les slogans un peu genre les suffragettes poser des bombes, tu vois. Parce que t'es là, franchement, on peut faire autre chose que de défiler avec des drapeaux violets, tu vois. Ce qui est une bonne chose. De toute façon, je dis pas le contraire, mais il y a un moment, je pense qu'on oublie le côté un peu violent. Genre, au Mexique, il y a une nana qui s'appelle la Louve Blanche, que la police n'a jamais... Mais au Mexique, il y a énormément de féminicides, un truc genre 7 par jour, tu vois. C'est vraiment une hécatombe. Et il y a une zone particulière où t'en as vraiment beaucoup parce que c'est une zone un peu industrielle, donc t'as beaucoup de gens qui font des voyages la nuit en bus et tout ça, machin, et donc très régulièrement, t'as des femmes retrouvées mortes dans le fossé, genre, très souvent violées en plus. La police ne fait jamais rien, machin. Et t'as une meuf qui s'est mise à enquêter sur ces meurtres parce que, en effet, c'est pas très difficile de retrouver qui a fait ça. Et qui s'est mise à venger les meufs, genre, à buter les mecs qui avaient fait ça, tu vois. Et donc, il y avait des mecs qui étaient retrouvés morts avec marqué, genre, les voilà vengés, genre un signe de patte blanche, tu vois, la louve blanche. Je sais plus si c'est elle qui s'appelait comme ça ou si c'est les gens qui ont fini par l'appeler comme ça. Et la police l'a jamais retrouvée, tu vois. Et t'es là, en vrai, elle a bien fait. Si la police fait rien. Si la justice ne fait voilà, pas son c'est travail. ça, tu vois. Si... Ouais, oui. Mais c'est comme, c'est ce que Irénée écrit dans La Terreur féministe. C'est génial. Cette mère de famille qui a fait une torche humaine avec le violeur de sa fille. Genre, un mec de, je sais pas, il avait 30 ans, qui a violé sa fille de 13 ans, un truc comme ça, mais bref, un truc horrible. Et le mec a fait genre 6 mois de prison. Il est ressorti. Il est ressorti de prison, il croise la mère à un arrêt de bus et il lui dit comment va votre fille, ou vous passerez mes bonjours à votre fille, ou je sais pas quoi. Bah, la meuf, elle a fait demi-tour, elle a acheté un bidon d'essence, elle lui a vidé dessus, elle l'a allumé. Le mec est mort de ses blessures, elle a dit je ne regrette pas. Et franchement, une héroïne, enfin, L'histoire aussi écrite par les hommes s'accommode vachement du fait qu'on ait oublié que les suffragettes posaient des bombes. Mais oui, on l'a pas appris. on l'a jamais appris. Moi, j'ai jamais su que les suffragettes... Moi, je l'ai appris grâce aux féministes. Ah bah pareil, mais j'aurais jamais cru ça. Et puis pareil, le mouvement afro-américain, c'était très non violent. La première Gay Pride, la première Pride, c'était une riot. First Pride et was c'est a ça, riot. et c'est en fait, vous n'êtes pas des bons militants si vous êtes trop violents, vous desservez votre cause. Ouais. Mais en Alors, fait, tout se bah gagne voilà, par la violence. Les suffragettes anglaises, elles ont posé des bombes, elles ont eu le droit de vote 40 ans avant les femmes françaises, tu vois. Coïncidence ? Non, vraiment pas. Donc, moi, je pense c'est que... des rapports de pouvoir et de force. Ouais, vraiment. Moi, je me suis dit pacifique pendant très très longtemps. Et en fait, maintenant, plus du tout. Alors, je suis pas pour un monde de chaos et de violence, hein, pas du tout. Mais je pense que quand on a affaire à des trucs institutionnellement et systémiquement aussi violents en face de nous,
on peut pas se contenter d'actions uniquement pacifiques. Tu vois, c'est genre les gens qui disent c'est hyper violent, ils ont cassé des vitrines en manif. On parle de gens qui n'ont pas de quoi finir la fin du mois, qui peuvent pas emmener leurs enfants en vacances. Tu vois, on parle de violence quotidienne et d'humiliation et de pauvreté, de machin. Et vous indignez pour des vitrines, tu vois. C'est vraiment des indignations à double vitesse. Parce que tu as une violence qu'on voit vachement, une violence qu'on voit pas du tout. Mais tu vois, si les gens qui n'arrivent pas à bien manger 2 fois par jour, ils faisaient la une des journaux, peut-être que le curseur violence, il se décalerait un petit peu, tu vois. Et du coup, ce truc de dire t'es énervé, t'es trop énervé pour ta cause, ou tu cries trop. Non, en fait, ce qui se passe, c'est hyper énervant dans toutes les luttes, tu vois. On galère à avancer à tout plein de niveaux. Et du coup, il y a un moment, désolé que ça reste pas calme et plat, tu vois. Ça les arrange aussi. Et s'il faut faire des torches humaines avec des mecs, écoutez, que dire mériter, non mais voilà, si les institutions elles marchent pas bien, tu vois, il y a un moment t'es là, il nous reste quoi en fait? C'est ça, tu te prends le truc sur la gueule et t'es censé dire c'est bon, mais c'est comme ça, on va rester pacifique. Non, tu vois, les gens ils disent oui Gandhi, mais non, parce qu'en fait il y a eu tellement de mouvements armés qui se sont emparés de la question. Martin Luther King il serait pas arrivé où il est sans les Black Panthers, qui était un groupe armé très vénère. Tu vois, à chaque fois mais c'est pour ça a arrangé les gens de les ériger en grandes figures du pacifisme qui ont réussi à faire changer les choses, et ils ont joué leur rôle, attention je dis pas le contraire, mais c'était complémentaire. Voilà, c'est complémentaire, et je pense qu'il faut les deux en fait. Parce que les dominants, ils ont aucun intérêt à nous laisser regagner des trucs si on n'est jamais menaçant pour eux, tu vois. Si c'est pas ok, on risque quelque chose, je vois pas pourquoi ils feraient des efforts dans notre sens, tu vois. Pourquoi ils nous laisseraient une part du gâteau? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas dans quel monde vivent les ferventes défenseureuses de la pureté pacifique. Je ne sais pas ce qui est le plus dérangeant dans ce schéma de pensée. La mauvaise foi de nier que la violence peut tout à fait être utile, nécessaire et efficace, ou le refus d'assumer que la non-violence est un privilège. Ma grand-mère, pauvre et sachant à peine lire, n'en a rien à faire des recours légaux et des méthodes pacifistes. Les sit-ins et la communication non-violente, elle les emmerde. Sa condition ne lui permettait pas de réfléchir à d'autres méthodes que celles à sa portée. Peter Gelderloos est l'auteur du livre « Comment la non-violence protège l'État », un ouvrage de référence pour tous les anarchistes et militants radicaux en général. Il ne prône pas la violence, mais montre qu'elle est indispensable pour une vraie révolution et met en avant la complémentarité des luttes. Il montre surtout que la non-violence, si elle est imposée comme méthode aux autres militants de la même cause, reproduit des schémas de domination. Vis-à-vis du genre, comme de la couleur de peau, la non-violence constitue une posture de privilégié. Elle présume qu'au lieu de se défendre contre la violence, nous devrions souffrir patiemment jusqu'à ce que la société soit suffisamment mobilisée pour s'y opposer pacifiquement. Il y a de la vengeance pure. En fait, je sais pas s'il y a de la vengeance pure. J'ai l'impression que la forme que ça va prendre de réaction à la violence, ça va plutôt être d'informer les personnes, par exemple, d'aller taguer la devanture d'un agresseur qui a un magasin, admettons, d'aller bloquer un lieu culturel, par exemple, où il y a un homme violent qui se produit parce qu'on pense que ces hommes-là doivent pas être applaudis. Oui, on pourrait pas vraiment appeler ça de la vengeance. La vengeance, ça serait de violer le violeur. Oui. C'est pas vraiment de la vengeance, et c'est surtout le but, c'est surtout d'informer les gens de qui est cette personne, et c'est pas l'artiste ou la personne que vous acclamez, que vous appréciez, c'est cet artiste-là, mais c'est aussi quelqu'un qui viole, quelqu'un qui a tué. C'est pas si radical que ça. On est bien d'accord. L'expression de la colère face à une injustice, quelle que soit la nature de cette expression, sera toujours perçue comme violente par les dominants. Parce que c'est eux qui détiennent le monopole de la violence légitime, et parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs privilèges. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive,
qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. C'est valable pour les luttes sociales, antiracistes, féministes et aujourd'hui écologistes. J'aimerais qu'on m'explique à quel moment jeter de la peinture sur un tableau protégé par une vitrine, c'est plus violent que d'aller piller les ressources naturelles de pays entiers. À quel moment casser une banque ou brûler une poubelle, c'est plus violent que condamner les plus pauvres à mourir au travail ou rouler sur la démocratie. À quel moment dire que la police tue, c'est plus violent que de tuer. À quel moment dire que les hommes sont des ordures, c'est plus violent que de violer. La première étape, j'imagine, c'est de s'autoriser à vivre sa colère et d'arrêter de s'en excuser. Un tournant majeur pour moi, ça a été pendant le confinement de 2020. J'avais le temps de lire, d'écouter, de trouver des ressources. Et un des gros déclics, ça a été d'entendre Caroline de Haas dans un épisode d'Émotion. La colère, pour moi, c'est avant tout une sensation, un truc qui monte dans le ventre. C'est pas comme un mal de ventre, mais c'est une sorte de tempête qui monte dans le ventre, qui remonte le long de l'estomac et qui, en général, se diffuse jusqu'au bout des doigts. La colère, je me souviens extrêmement précisément à quelle époque elle est arrivée. Elle est arrivée à l'époque où j'ai commencé à être identifiée comme la militante féministe du collectif dans lequel j'étais et où des copines sont venues me raconter les violences qu'elles avaient subies. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que dans mon entourage proche, il y avait plusieurs femmes qui avaient subi des viols, et notamment des viols dans l'enfance. Et là, très sincèrement, j'ai vrillé. C'est-à-dire, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir vrillé. C'est-à-dire, rien que d'en reparler, c'est-à-dire, ça génère des émotions chez moi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un truc qui s'est créé dans mon ventre, une sorte de boule de feu que j'ai jamais pu éteindre depuis, de colère, de révolte, En fait, je me rendais compte qu'autour de moi, des gens avaient été abîmés et que la société n'avait absolument rien fait, ni pour empêcher ces violences, ni après ces violences pour accompagner les victimes. Et là, il y a eu un truc dans mon cerveau qui s'est... dans mon ventre d'abord, puis dans mon cerveau ensuite, qui a vrillé, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce merdier ? C'est pas possible, en fait. Et puis, en effet, assez rapidement, je suis allée me renseigner sur est-ce que c'était que dans mes copines. Il y avait un truc qui faisait que j'attirais les copines qui avaient été victimes de violences, ou est-ce que c'était plus généralisé. Et là, je suis tombée sur les chiffres des violences sexistes et sexuelles en France. Et là, mon cerveau a vrillé une deuxième fois. Et c'est-à-dire que là, la boule de feu s'est transformée en un truc qui m'a complètement survolté, dépassé, un truc qui m'a submergée. Et donc, pendant, je pense, quelques mois, voire quelques années, j'ai été en colère de manière extrêmement profonde. Et je pense que petit à petit, dans mon engagement, j'ai appris et j'ai souhaité faire de cette colère un réservoir d'énergie permanent pour changer le monde. Ou en tout cas, pour essayer de changer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis autant en colère qu'à l'époque, voire plus. Mais qu'à chaque fois, cette colère, il y a une sorte de transformateur qui s'est créé à l'intérieur de moi-même et que cette boule de feu, elle se transforme en énergie, en détermination pour, à chaque fois, créer du changement dans la société. Et ce qui apaise cette colère, en tout cas pour moi, c'est de me rendre compte que mon action, elle a un impact sur le réel. Une fois qu'on l'accepte, on en fait ce qu'on veut de cette colère. Elle est belle, elle existe et elle nous appartient. Tu peux la transformer en ce que tu veux, en action collective, directe ou non violente, en art, en sport, en discussion avec tes proches, en réflexion, en pédagogie, et en amour pour les femmes et autres personnes minorisées. Après, on est aujourd'hui dans une société où ces questions-là, elles sont évoquées. Donc des personnes qui ferment totalement les yeux sur ça, c'est hyper décevant, quoi, et ouais, c'est énervant. Je peux te demander comment tu gères ta colère ? Qu'est-ce que tu fais pour pas que ça te bouffe la vie ? Moi, je suis plutôt apaisée maintenant dans ma lutte parce que j'ai fait des choix en fait au niveau de mon militantisme. C'est-à-dire que je sais ce qui me pèse trop et je sais ce qui me pèse moins. Donc moi, c'est beaucoup du militantisme par la parole, par l'explication justement, parce que j'arrive à moins m'énerver,
Après, c'est éviter les situations qui me mettent trop en colère ou qui créent de l'anxiété chez moi. Et à un moment, il faut aussi penser à soi dans la lutte et on ne peut pas toujours tout prendre sur nous pour tout le monde, je pense. Donc faire des choix, ce serait ton conseil Faire des choix, ouais. Faire des choix selon notre vécu, nos bagages à nous. Si c'est trop difficile, moi par exemple, je suis hyper anxieuse et je fais beaucoup de crises d'angoisse. Faire des choix d'aller en manifestation ou pas et ne pas culpabiliser ou se sentir coupable par rapport à ça. Ça n'enlève pas mon militantisme, mais je me sens tout aussi légitime. Voilà. Se reposer sur le groupe aussi, peut-être se dire qu'il y en a d'autres. Et faire à son niveau, comme on peut à son échelle et avec les moyens qu'on a. Justement, exactement comme elle disait par rapport à la colère, je pense qu'on est vraiment réduite à ce sentiment de colère, d'énervement, alors qu'en fait, je pense que pour la majorité des féministes, c'est vraiment le féminisme apporte un apaisement, une sérénité et en fait nous fait prendre conscience en tant que femmes de plein de choses qui nous permettent dans notre vie au quotidien, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans nos relations avec notre corps, avec la société en général, d'être apaisées et de mieux comprendre. Et oui, dans nos luttes, on est énervé parce que, comme je le disais, il y a les injustices, mais je pense que d'un point de vue personnel, non, le féminisme, ça crée pas des sentiments hyper négatifs, ça crée un vrai truc, quoi. Une compréhension du monde. Ouais, une compréhension et puis une meilleure définition de soi-même, voilà. Et puis pour la question de faire des choix, il ne faut pas oublier qu'on est humaine aussi et humain et qu'on est confronté à quand même, quand on lutte, des horreurs. On parle de viol, on parle d'inceste, on parle d'agression sexuelle. Et on ne peut pas nous demander, nous, aux féministes, de garder notre sang-froid tout le temps, que ça soit pleurer ou être énervé. On a le droit parce que, surtout quand on est militante et qu'on est abonné à plein de réseaux ou à des podcasts sur les réseaux sociaux, on est constamment, quand on suit un petit peu beaucoup de comptes, à des témoignages constants qui sont absolument atroces à vivre au quotidien. Et je pense qu'il y a une grande force chez les féministes aussi sur ça, d'arriver à faire une séparation entre eux. Il y a ce pourquoi on lutte, et puis savoir aussi parfois se mettre de côté un petit peu, et on est obligé parce que sinon, on peut plus avancer, quoi. En octobre dernier, je suis allée à la manif féministe antiraciste de Saint-Denis. J'y ai rencontré Salim. On a tendance à voir les féministes comme des personnes qui sont constamment en colère, mais franchement, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est faux. Sauf les personnes, oui, au bout d'un moment, on pète des câbles sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la réalité non plus. Si on fait tout ça, c'est vraiment pour se sentir entouré. En fait, ouais, c'est pas non plus de la solitude, mais juste voir qu'il y a des personnes qui pensent comme nous et qui nous comprennent dans certaines choses. Et là, le fait que ce soit en plus antiraciste, surtout pour les personnes queer, c'est se sentir un peu, sentir des alliés autour de nous et de dire que les personnes racisées, vous pouvez également être queer. Il n'y a pas non plus que des personnes blanches qui peuvent être queer. Donc ça fait du bien. Nous, on est une association, on s'appelle le FC Contre-Attaque. C'est une association de football qui lutte contre tout type de discrimination et qui fait en sorte que toutes les personnes aient accès au football. Donc nous, en soi, étant donné qu'on est un petit groupe et qu'on a accès à tout ça, ça fait du bien lorsqu'on se retrouve tous ensemble, de jouer, de ne pas se prendre la tête et en même temps de lutter ensemble sur plein de choses et de s'entraider. C'est aussi ça, ouais, également le féminisme, c'est l'entraide, la sororité. Mais je pense que ça dépend de tout le monde parce qu'il y a énormément de personnes malheureusement qui n'ont pas encore accès à tout ça, ou qui n'ont pas trouvé leur groupe approprié ou leur communauté ou même juste des amis qui les comprennent. Donc je pense que quand ils voient des marches comme ça, ils se disent « Ah ouais, merde, ok, en fait il y a des personnes qui peuvent me comprendre et des personnes qui me prennent pas pour quelqu'un d'anormal, quoi. » C'est surtout de la bienveillance. En fait, c'est vraiment, tu peux faire n'importe quoi, tu peux dire « Écoute, j'ai pas envie qu'on m'appelle Salima, j'ai envie qu'on m'appelle Salim. » Ok, pas de souci, si c'est ton choix. Alors que dans un autre milieu, on va te dire « Ouais, mais pourquoi c'est pas... » Voilà, c'est des choses comme ça où on ne te pose pas de questions, en fait. Ok, t'as envie de faire ça, ok, t'as envie d'être ci, t'as envie d'être ça. Go, fais ce que tu veux, sois qui tu es et basta. Et juste, si t'es heureux, pourquoi pas continuer alors. C'est tout. Ok, super, donc c'est positif. Ouais, franchement, c'est que du positif et honnêtement, encore une fois, faut arrêter avec le truc des féministes. C'est les féministes qui sont en colère, qui ont qu'une envie, c'est de tout brûler, de tuer tout le monde. Non, en fait, justement, dans notre assos, on a un bail un peu d'éducation où on essaye justement de s'entraider. On a des groupes de parole et de parler du coup avec toutes ces personnes qui n'ont pas accès
tout ça, ou qui côtoient pas des personnes pas très ouvertes. Donc c'est aussi ça en fait, c'est la parole, c'est être ouvert, éduquer. Mais après oui, il y a certaines personnes qui sont fatiguées d'éduquer et quand on se retrouve face à des murs, c'est un peu compliqué aussi. Donc ces personnes-là peuvent être en colère, mais pas comme on le voit à la télé. Pourquoi ça t'agace, toi, du coup, cette idée reçue des féministes en colère? Ça m'agace parce que du coup c'est une image qu'on ressort et quand par exemple je parle avec ma famille du féminisme, c'est direct, ah ouais, donc tu te laisses pousser les poils sous les bras et tu te mets les seins nus et tu cries quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste l'égalité, les gars, c'est juste se battre pour avoir des choses normales en fait. Enfin, c'est bête à dire, mais on est un pays développé et il manque encore plein de choses niveau égalité et qui sont pas... Enfin ok, tout ce qui est queer, il y a encore beaucoup de travail, mais rien que homme-femme, c'est... Enfin, rien que ça, alors que pourtant les femmes ont toujours existé, rien que ça, c'est... Enfin, toujours existé aux yeux de tout le monde. C'est déjà un gros travail. Donc les queers qui, eux, existaient en cachette, c'est encore un plus gros travail. Mais rien que ça, c'est compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que moi, ça m'agace qu'on dise toujours que les féministes, c'est des personnes en colère et qui gueulent et avec qui tu peux pas parler aussi. Il y a ça aussi. Les féministes, de toute façon, on peut pas leur parler. Non, c'est faux. Viens, on se pose autour d'un café, on discute et il n'y a pas de souci, quoi. Si on peut construire quelque chose de positif, c'est avec plaisir. On n'est pas fermé à ça, quoi. Donc voilà. Donc on est vénère, mais pas que. On est aussi pleine de sororité, d'amour, d'espoir. Et pour finir, je vous laisse avec les recommandations de Roseau pour aller mieux. Alors une personne que j'admire beaucoup pour son engagement et pour sa pensée, c'est Alice Coffin. Son livre Le génie lesbien, franchement, ça a été une révélation pour moi. Et je pense qu'elle a vraiment... Elle réussit, déjà par son combat politique et activiste, elle fait énormément pour la cause. Et elle fait énormément aussi pour les lesbiennes. J'ai l'impression que depuis son livre, le mot lesbien, lesbienne, il est beaucoup plus facile à dire. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était dur encore de se dire lesbienne parce que c'est un mot qui est chargé de tout un tas de clichés négatifs, de male gaze. Et c'est vraiment une vraie réappropriation de ce mot, ne serait-ce que par le titre. C'est un bonheur de lire ce livre dans les transports et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et elle écrit Être lesbienne est une fête. Elle écrit Être lesbienne est une fête qu'on voit écrit partout sur les murs maintenant. Et pour moi, c'est une grande source d'inspiration, à la fois parce qu'elle réussit c'est quelqu'un qui réussit à mêler vraiment l'activisme de terrain à travers son collectif La Barbe, mais aussi à agir politiquement au sens juste strict dans la politique par son emploi à la mairie de Paris. Et je trouve ça hyper chouette de mêler les deux et voilà, je l'admire beaucoup. Et du coup, la dernière question un peu gimmick, c'est toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui et toutes les choses dont tu as pu parler, qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Genre là, maintenant, quel est ton état d'esprit après cette discussion? J'ai passé un bon moment, je suis contente d'avoir pu partager ça. J'ai un peu d'espoir. Je pense que là, le sentiment que j'ai, c'est l'espoir. J'espère qu'à travers ce que j'ai dit, il y a des personnes qui vont se retrouver et qui vont sentir que leur colère est légitime et peut-être trouver des moyens de la matérialiser pour se faire du bien ou pour agir pour la cause féministe. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Chaos, chaos. Elles ont crié ton nom, battu le pavé. Slogan comme invocation, hashtag qui désinhibe. Colère décomplexée, bien-aimée, tu es convoquée. Elles t'ont attisé, juste assez pour répandre ta lumière éblouissante. Il leur fallait bien s'embraser pour faire vivre encore des espoirs désespérément crépusculaires. Il fallait bien des cocktails Molotov pour qu'au fond de leur ventre les cendres des rêves de leur mère rougeoient une nouvelle fois. Cette fois le feu, et les sorcières de Salem, Tituba et toutes les autres ont enfin eu leur revanche. Cette fois le feu,
La justice est devenue émeutière, et les armes des geôliers ne suffisent plus. Les mutines dansent sur la tête des matons. Cette fois, le feu. Après l'incendie, après les tempêtes, que l'injustice, la violence, les oppressions ont semé, les étoiles sauvages suffoquent désormais. Devant elles, la dévastation, immense champ de doute. Dans leurs mains, la foudre qui avait servi à purifier la terre. Le feu n'était pas suffisant pour faire pousser les jardins de leurs utopies. Elles auraient dû se souvenir que la colère consume autant qu'elle soulève. Maintenant, c'est le jour d'après. Et parmi toute la fumée, l'oxygène se fait rare. Pour ne pas basculer dans la nuit, nous devons toutes réapprendre à respirer pour pouvoir accoucher d'aurores réparatrices. Les sorcières guérissaient aussi, pas vrai? Les textes étaient de Irénée et le poème final de Kiemis. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode hors série sur les émotions des personnes qui ont vécu un traumatisme, en compagnie de Louisa Donin. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.